Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des limites physico-chimiques de la vie face aux conditions polyextrêmes du système géothermal de Dalol. La vie microbienne s'est adaptée à des conditions environnementales très variées, dont des conditions dites extrêmes, et en particulier on sait que certains archées, donc des micro-organismes du troisième domaine du vivant, détiennent de records des strémophilies face à certaines conditions, par exemple des très fortes températures, des très bas pH, donc des fortes acidités et des conditions saturantes en sel. Cependant, on connaît beaucoup moins bien quelles sont les limites de la vie face à ces trois conditions extrêmes en même temps, donc c'est-à-dire la forte température, très bas pH et très forte salinité. Sachant qu'en plus, la salinité est elle-même un paramètre complexe. On connaît beaucoup d'archées halophiles qui vivent à des fortes concentrations en sel, en saturation, en termes de sel de style chlorure de sodium, qui commence à précipiter, qui sature à 35%. Mais on sait que d'autres sels qui ont des plus fortes solubilités commencent à précipiter à des concentrations plus élevées. C'est le cas par exemple du chlorure de magnésium, ce qui fait que ces saumures amères ont moins d'activité d'eau, c'est-à-dire de l'eau biodisponible pour l'activité biologique, et sont associées aussi à une très forte chaotropicité. La chaotropicité étant la propriété de certains composés, de certains anions, certains cations, notamment le magnésium, calcium, lithium ou fer, qui tendent à désorganiser les grandes macromolécules biologiques et donc qui sont assez délétères. Donc évidemment, pour étudier ces conditions polyextrêmes, il faut les trouver. Et c'est ici que je commence à parler du système géothermal de Dalol qui se trouve au nord de la dépression du Danakil, elle-même au nord du rift est-africain, au niveau de l'Éthiopie, au niveau de la région Afar, du triangle Afar. Alors le triangle Afar est à la confluence des trois plaques tectoniques qui sont en train actuellement de se séparer. Probablement, il y aura un futur océan à cet endroit-là. Donc, on a une activité tectonique qui est très importante et cette activité tectonique est accompagnée d'une activité sismique et volcanique, très importante aussi. En fait, tout le long du rift est-africain est ponctué de volcans. Et vous voyez dans la photo satellite la chaîne volcanique de l'Erta qui commence à apparaître au sud du lac Karoum ou à Salé, qui se trouve au sud du Dalol, dans la dépression du Danakil. Avec cette activité volcanique, on a un hydrothermalisme qui est très répandu dans la région. L'autre caractéristique importante de la dépression du Danakil est que c'est une des régions les plus chaudes de la planète. On a des températures atmosphériques moyennes à l'année de 35 degrés. Et donc, ça veut dire qu'il y a une forte évaporation. Et avec cette évaporation et avec le fait que dans le passé, l'activité volcanique a bloqué l'entrée de l'eau de mer de la mer Rouge par le nord de la dépression, ça conduit à la précipitation au dépôt d'une épaisse croûte de sel au fond de la dépression du Danakil qui tapisse le fond de la dépression, dont le point le plus bas est à environ 120 mètres sous le niveau de la mer. Le dôme de Dalol est un protovolcan. Ce n'est pas encore un volcan parce qu'on n'a pas encore l'émission des laves. C'est un halovolcan. On a l'émission des fluides très salés et voire des sels fondus. Comment ça fonctionne? En fait, les eaux qui percolent provenant de la pluie sur les hauts plateaux éthiopiens s'insèrent dans les substrats et interagissent avec une poche magmatique qui est très proche de la surface en dessous du dôme de Dalol, à environ 1 kilomètre, un peu plus. Et donc, elle se charge en éléments magmatiques et en remontant vers la surface, elle traverse la croûte de sel et deviennent très salées. Et donc, cela conduit à la formation, près de la surface, de réservoirs hydrothermaux qui sont tous hyper salés et souvent très acides et qui ont des caractéristiques chimiques légèrement différentes. On peut voir aussi ces différents systèmes sur une photo aérienne marqués par les points jaunes qui sont des points d'échantillonnage que nous avons étudiés. On a des mares hyperacides sur le dôme de Dalol. On a aussi d'autres systèmes hydrothermaux, notamment les lacs de l'ouest, les Western Canyon Lakes, et les lacs noirs et jaunes au sud du dôme de Dalol. Nous avons également échantillonné des réservoirs souterrains au niveau d'une grotte
des canyons de sel au sud-ouest du dôme et des flaques d'eau qui se forment parfois sur la plaine de sel juste au sud du dôme d'Edalol. Alors l'ensemble de ces systèmes et leurs caractéristiques nous offrent un gradient des conditions polyextrêmes à étudier en combinaison avec les lacs à salé au Karun au sud de la dépression. Alors on a des valeurs de pH qui vont des pH très bas au niveau des mares d'Edalol, des pH négatifs, qui descendent jusqu'à moins 100,5, jusqu'à des pH beaucoup plus proches de la neutralité au niveau de la grotte et du lac à salé. On a des salinités très fortes qui sont toujours en saturation et qui dépassent les 35%, voire qui vont à 60 et 70%, et qui sont des sels en plus très chaotropes et donc très délétères. Et on a aussi des températures qui vont de 30 à 108 degrés. 108 degrés, c'est la température des fluides qui sortent au niveau des cheminées de sel, des cheminées hydrothermales sur le dôme d'Edalol. Donc, toutes ces conditions nous offrent effectivement des gradients, des conditions polyextrêmes le long desquelles étudier la présence ou pas de vie, quelles sont les limites, et si on trouve la vie, d'étudier les adaptations des organismes à ces conditions-là. En utilisant toute une variété de techniques, des techniques plus classiques de microbiologie, de culture, des techniques de caractérisation moléculaire de la diversité microbienne, des techniques de microscopie, de spectroscopie et d'autres techniques d'analyse chimique, on a pu caractériser ces systèmes et on a mis en évidence la présence non ambiguë de vie dans le lac à salé, la grotte, la plaine de sel et les lacs de l'Ouest, mais on n'a pas pu détecter la vie de manière non ambiguë dans les mares d'Edalol, le lac jaune et les lacs noirs. On se concentre d'abord sur les endroits où on a trouvé la vie. Alors quel type de vie? Eh bien, elle est dominée par des archées halophiles extrêmes et plus les conditions sont extrêmes, plus on voit ces archées monter en proportion jusqu'à 99% et plus de la totalité de la communauté microbienne. C'est le cas des systèmes des lacs de l'Ouest. Ces archées-là appartiennent à deux groupes principaux, les haloarchées classiques qu'on appelle aussi Halobacteriota et les nano-haloarchées qui sont connus pour être des sépibions qui sont à la surface des haloarchées, peut-être des parasites, parfois des organismes en symbiose mutualiste, et que vous voyez sur les photos. Ces groupes d'archées sont à l'intérieur très divers, comme vous pouvez le voir sur cet arbre phylogénétique, où toutes les lignes bleues et les points rouges correspondent à des séquences des gènes d'ARN ribosomique CSS, qui est notre marqueur d'identité des espèces, et qui sont très diverses. Et certaines même de ces archées sont vraisemblablement des thermophiles, voire des hyperthermophiles. Et ça, on peut le dire en regardant les pourcentages de guanine, cytosine, des pourcentages de GC, de ces ARN ribosomiques, donc des ARN structuraux, où on sait que les organismes adaptés à des très fortes températures, les hyperthermophiles cultivés, ont des taux de GC très forts, et comme vous voyez sur le graphique, les séquences d'udanakil, certaines séquences d'udanakil coexistent ou sont dans la même zone définie par ces carrés roses. Comment ces archées s'adaptent à ces conditions-là? Alors, on sait de manière classique que les archées halophiles s'adaptent en utilisant une stratégie dite saltine. Elles font entrer dans la cellule, dans le cytoplasme, des cations potassium à des fortes concentrations, donc ils les accumulent jusqu'à 4 molaires, et ça permet de compenser la pression osmotique. Ça a des conséquences, et notamment on voit que ça s'accompagne d'une acidification des protéines. Les protéines incorporent préférentiellement des acides aminés acides, d'acide glutamique ou aspartique, et ça on peut le voir sur la distribution du point isoélectrique des protéines, qui est une mesure de l'acidité des protéines, au niveau de l'ensemble des protéines des micro-organismes présents dans un environnement. Et c'est ce qu'on voit dans ces graphiques, où les micro-organismes des marais salants à 32%, et c'est le graphe en rose, ont une distribution unimodale et avec un pic très fort en dessous des 5, des protéines donc très acides, et en comparaison avec la distribution des protéines
du point isoélectrique des protéines des organismes vivants dans l'eau des mers, dans l'eau douce ou même dans des marais salants mais à moins forte salinité. Eh bien, nos systèmes de Dallol détiennent des records d'acidité en termes des points isoélectriques des protéines, comme on peut le voir dans le graphique, avec des pics beaucoup plus marqués, donc des protéines très acides en moyenne. On peut aussi analyser à partir des métagénomes, à partir de l'ensemble des gènes, des génomes des micro-organismes vivants dans ce type de système, quels sont les gènes impliqués dans le métabolisme, et on peut inférer de cette manière-là que ces archées ont une forte flexibilité métabolique en termes de possibilités d'utilisation des différents donneurs et accepteurs d'électrons pour produire de l'énergie, la capacité à utiliser différentes sources de carbone, notamment des polysaccharides, mais aussi des hydrocarbures, dont certains halogénés. Ce sont surtout des organismes hétérotrophes. Mais aussi, ces organismes-là sont capables de stocker le carbone sous la forme des macromolécules. C'est une stratégie qui leur permet de s'adapter à des cycles de type fête et famine. La fête arrive quand on a les fluides hydrothermaux qui apportent, avec le dégazage, des éléments, des donneurs d'électrons et d'accepteurs d'électrons variés, mais aussi des sources de carbone. Et la famine, au contraire, arrive quand on a des périodes d'évaporation plus intenses. Les systèmes s'assèchent et ces archées commencent à être piégées d'abord dans des inclusions fluides, voire finalement complètement asséchées. Elles doivent survivre à partir de leurs réserves. Donc on a la vie et on commence à comprendre comment elle fonctionne dans ces systèmes si extrêmes. Toutefois, il y a des endroits où on ne la détecte pas. Or, détecter la vie ou l'absence de vie aux limites de la vie, c'est très compliqué. Donc, il y a plusieurs difficultés ou facteurs confondants. Les premières, c'est la présence des contaminants, donc des faux positifs dans des échantillons à faible biomasse, qui peuvent être introduits lors de l'échantillonnage et la manipulation. On n'est jamais à l'abri de contamination sur le terrain, même en laboratoire, même si on utilise des conditions a priori stériles, on peut introduire de la contamination. On peut trouver des contaminants dans des réactifs, voire des kits de biologie moléculaire, mais aussi il est possible d'avoir des contaminants naturels, c'est-à-dire par exemple des micro-organismes apportés par le vent à des endroits qui n'ont pas a priori la vie. Donc c'est pourquoi il est essentiel d'utiliser des contrôles le long de toutes les étapes d'analyse pour éliminer ces faux positifs. On peut aussi avoir d'autres types de facteurs confondants qui sont en particulier les biomorphes. Les biomorphes sont des structures qui ressemblent à des cellules, mais qui ne le sont pas. On a un exemple sur la diapositive avec à gauche des cellules qui viennent de la plaine des selles à proximité des Dallol triées par cytométrie en flux, des cellules très petites en taille, et à droite des biomorphes identifiés dans des mares de Dallol qui sont aussi très petits, mais qui sont des précipités minéraux, notamment riches en silice. Même si on a ces facteurs confondants, on peut dire qu'on pourrait être incertain sur la présence ou absence de vie à Dallol. On peut clairement dire que les fluides hyperacides de Dallol détruisent les cellules et l'ADN de ces cellules-là, et ça on peut le montrer de manière expérimentale en incubant des cellules d'organismes cultivés, par exemple de la bactérie Escherichia coli, mais aussi des archées halophiles, voire des communautés naturelles qui se situent à proximité des Dallol dans la plaine des selles, en les incubant avec des saumures du haut des dômes de Dallol, et on peut voir que la quantité d'ADN purifiée à partir de ces cultures incubées le long du temps diminue drastiquement en quelques minutes. On ne peut plus amplifier des gènes d'ARN ribosomiques à partir de ces incubations, et donc l'ADN est détruit. On peut aussi le voir au niveau des cellules entières. Vous savez, dans les panneaux qui présentent de points verts des communautés microbiennes naturelles qui viennent de la grotte et du lac à Salé et qui sont colorées avec un colorant qui s'intercale dans l'ADN et donne cette couleur verte. Et bien, à droite de chaque panneau, vous voyez les mêmes cellules après incubation, après contact simplement avec la saumure de Dallol, et donc toute fluorescence a disparu. Ça veut bien dire que les cellules ont été détruites et leur ADN aussi.
On n'identifie pas de manière non ambiguë la présence de vie ni sur les mares acides, hyperacides du dôme de Dallol, ni sur le lac noir et jaune, qui sont des systèmes hypersalés et très chaotropes. On est devant des systèmes qui ont de l'eau liquide à la surface d'une planète qui plus est habitée, mais dont on n'a vraisemblablement pas la vie. Donc cela a des implications importantes pour la définition et l'interprétation de l'habitabilité. Cela montre bien que bien que l'eau à l'état liquide est indispensable pour la vie, elle est loin d'être suffisante.